Bonjour à toutes et tous et merci de votre participation à cette conférence. Donc on va démarrer. Donc moi je m'appelle Timothée Duverger, je suis responsable de la chaire territoire de l'économie sociale et solidaire à Sciences-Po Bordeaux, qui est une chaire que l'on a créée il y a maintenant 4-5 ans ici pour promouvoir un peu et développer des recherches, de la formation, alimenter le débat public notamment autour de l'économie sociale et solidaire. Alors une notion d'ailleurs qui n'est pas très présente, à vrai dire, dans le monde anglo-saxon, on va le voir. Tim Jackson d'ailleurs en parle dans ses livres, il parle de l'économie de Cendrillon, donc il pourrait y revenir, mais pour nous c'est en nom de l'économie sociale et solidaire, mais pour c'est pareil, Cendrillon, le social. Donc voilà. Alors après sur ce qui concerne cette conférence, donc effectivement on est très heureux de pouvoir l'accueillir, en partenariat d'abord évidemment avec Sans Transition, qui est donc une coopérative par ailleurs, qui est très positionnée, comme son nom l'indique, sur les sujets de transition écologique, qui veulent de suite sans transition donc, et puis en partenariat avec Bordeaux, la ville de Bordeaux, puisque qui nous a soutenus pour organiser cette conférence, et un média local, média économique avec qui nous travaillons beaucoup, c'est Place Éco, qui est un média aussi très important, qui est très positionné sur les sujets de responsabilité sociale des entreprises et d'économie sociale et solidaire. Donc c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec eux. Donc on est très content de pouvoir accueillir. Je vous fais un très court mot d'accueil, mais je voulais dire 2-3 choses. La première, c'est qu'on est très content de pouvoir accueillir Tim Jackson parce qu'à Sciences-Po Bordeaux, on souhaite développer un petit peu ces pensées autour de la transition, autour de la post-croissance. On avait déjà fait quelque chose avec Sans Transition, c'était avec Rob Hopkins par le passé. On a eu Timothée Paris, qui il n'y a pas très longtemps. Et donc c'est quelque chose qu'on développe de manière assez forte à Sciences-Po Bordeaux. D'ailleurs, même notre offre de formation va évoluer, puisqu'on est en train de créer, avec mes copains économistes qui sont cachés je ne sais plus où, ils sont au fond, oui c'est ça, au fond avec le radiateur. Et donc, on est en train de créer un pôle de formation qui s'appelle Économie et transformation sociale et écologique, dans lequel il y aura l'ESS et puis d'autres parcours de master. Et on va créer à l'intérieur de celui-ci un cours en amphi sur les questions de post-croissance. Voilà. Donc quelque part, ça préfigure aussi ces évolutions dans notre offre de formation qui sont pour nous très importantes. Et à titre personnel, d'autant plus important que, et je me permets juste une anecdote personnelle, mais en 2010, je finissais mon mémoire de master. J'étais de l'autre côté, j'étais à l'université Bordeaux-Montaigne sur la décroissance, histoire des idées de la décroissance, que j'ai publié l'année d'après avec Serge Latouche. Et effectivement, arrivé au moment où je terminais mon mémoire, le livre de Tim Jackson, qui m'a notamment conforté, moi, dans l'idée que l'économie sociale et solidaire, qu'il appelle donc l'économie de Cendrillon, était une voie, une débouchée pratique, déjà appliquée, les coopératives, le non-profit sector pour les milieux anglo-saxons, était une voie importante pour la post-croissance. C'est aussi pour ça que moi j'ai développé des travaux là-dessus. Donc la chaire, quelque part, a été alimentée en fait, intellectuellement aussi par ces travaux-là. Donc je tenais aussi à faire le clin d'œil. Et concernant cette conférence, j'ajoute qu'elle a lieu en amont d'un gros événement que nous organisons. La ville de Bordeaux est à la manœuvre. C'est le Forum mondial de l'économie sociale et solidaire, qui est justement positionné sur les questions de transition juste. En l'occurrence, là, il y a d'ailleurs tout un axe sur la post-croissance qui est positionné. C'est le grand forum mondial de l'ESS qui va accueillir 4 à 5 000 personnes. Aura lieu à Bordeaux du 29 au 31 octobre prochain. Voilà, donc vous pouvez encore vous inscrire, c'est tout à fait possible et je vous y encourage fortement, évidemment. Et puis j'en profite aussi pour les professionnels qui voudraient se former en formation continue à Sciences-Po Bordeaux. Je vais faire circuler, parce qu'on est en train de recruter pour notre master économie sociale et solidaire, notamment sur les sujets de transition et plan territorial. Donc je vais vous donner aussi, si vous le souhaitez, je vais faire circuler une petite plaquette également, si cela intéresse certains. C'est toujours l'occasion de sensibiliser, évidemment, à nos offres de formation. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour introduire cette séquence. Je vous remercie beaucoup, encore une fois, de votre participation et surtout, je laisse la parole à Sans Transition et Tim Jackson. Merci beaucoup. Merci Timothée. Merci Timothée pour ce mot introductif. Alors moi je suis Sans Transition, vous avez compris, mais Julien Deséchos, le directeur de publication de ce média qu'on a cofondé en coopérative il y a une dizaine d'années et qui dans ses colonnes papier avant Covid et désormais en ligne,
essayer de donner des voies de transition possibles, des transitions réalistes qu'on peut mettre en place dans nos territoires dès à présent, avec des coopératives, mais pas que, avec plein de structures différentes. Voilà un petit peu le propos du média, et je vous invite à nous suivre en ligne aussi, puisque des conférences comme celle-ci, on en organise 30 à 40 chaque année. Voilà. Aujourd'hui, c'est Tim Jackson que j'ai le plaisir de recevoir à Sciences-Po Bordeaux. Merci de nous accueillir à nouveau après Rob Hopkins, et puis aussi après une table ronde dédiée à la jeunesse engagée qu'on avait animée il y a quelques années aussi ici. On est ravis de revenir pour cette soirée intitulée « Croissance infinie, comment prospérer sans cette obsession ?» en compagnie de Tim Jackson, qui est économiste britannique. Alors je vous présente un tout petit peu quand même Tim, parce que tout le monde ne vous connaît pas forcément dans le détail. Vous êtes professeur de développement durable à l'université de Surrey, première chaire du genre du Royaume-Uni, auteur de plusieurs ouvrages, dont Prospérité sans croissance, chez Debec en 2010. Vous avez signé avec Thomas Piketty une tribune en 2015 dans le quotidien Le Monde, « Cessons d'investir dans les énergies fossiles ». En 2024, un ouvrage qui nous intéresse particulièrement ce soir, Post-Croissance, vivre après le capitalisme, publié chez Actes Sud. Vous proposez de réfléchir à ce qui pourra advenir lorsque nous en aurons terminé avec cette obsession. Vous révélez des territoires inexplorés où l'abondance n'est pas mesurée en dollars et où l'accomplissement n'est pas le produit d'une incessante accumulation de richesses matérielles. Voilà, c'est un récit très vivant, souvent drôle, que vous nous proposez, et vous revisitez l'histoire culturelle de l'économie occidentale jusqu'aux récents enseignements tirés du confinement généralisé de 2020. Et vous avez signé un récent ouvrage, qu'on va pouvoir peut-être montrer aussi plus tard, l'économie du care economy, bientôt édité en France, édité pour l'instant en Angleterre. Voilà, et pour ceux qui voudront en savoir plus sur vos ouvrages, il y aura aussi des dédicaces en fin de cette rencontre. Alors, première partie, pendant une demi-heure à peu près, quelques questions sous forme d'un grand entretien que je vais poser à Tim Jackson. Cet entretien sera interprété par Corinne Laloux, qui est à ses côtés, donc vous pourrez avoir en consécutif une traduction de ses propos. Et enfin, vos questions, vous pourrez lever la main dans une seconde partie et on prendra un maximum de vos questions. Alors, Tim Jackson, première question. Dans votre ouvrage, vous nous dites que mesurer le taux d'activité de l'économie et appeler cela le progrès n'a jamais été et ne sera jamais un moyen d'atteindre une prospérité durable. Mais ce n'est pas une de vos citations, vous la rapportez. C'est une citation de Bobby Kennedy. C'est le message choc qu'il délivrait en 1968 face aux étudiants, non pas de Sciences Po, mais du Kansas. C'était un véritable déclencheur pour l'écriture de votre dernier livre, Post-Croissance, comme vous le racontez au début de l'ouvrage. Ce texte allait devenir et reste à ce jour pour vous le discours emblématique de la critique du PIB. Pouvez-vous nous expliquer le contexte de ce discours de Bobby Kennedy, oui, qui a été le déclencheur de cet ouvrage Post-Croissance? Bien sûr. Et tout d'abord, merci à toi, Julien. Merci Sciences-Po Bordeaux. Merci à tous pour l'invitation. Je m'excuse tout de suite que je ne parle toute la soirée en anglais. Mais comme vous voyez, mon français, c'est, disons, franchement, dégueulasse. Et pour ça, j'ai Corinne là pour me traduire. Merci, Corinne. Cette histoire de Bobby Kennedy, this story of Bobby Kennedy is the opening story in Post-Growth. And Post-Growth is a different book from Prosperity Without Growth. Prosperity Without Growth was written for the United Kingdom government. Actually, it was a report to the Prime Minister of the United Kingdom. Post-Growth is a story really which is a book which is very much more about narrative. It's about philosophy. It's about the underlying ideas. And it was written, really, from my point of view, for all the people for whom Prosperity Without Growth was not written, but who nonetheless picked up Prosperity Without Growth and wanted to know more. And so I started Post-Growth exactly with a story. And the story, as you say, is the story of Bobby Kennedy. Oui, Bobby Kennedy, et c'est lui qui a été le déclencheur effectivement de mon livre Post-Croissance, qui est un livre complètement différent du livre qui s'appelait Prospérité sans croissance, qui en fait avait été un rapport qui avait été demandé par le gouvernement du Royaume-Uni
pour le Premier ministre. Dans Post-Croissance, en fait, j'ai voulu en faire un récit qui parle de philosophie, des idées sous-jacentes, et je voulais aussi commencer ce livre par l'histoire de Bobby Kennedy. And it is, to me, it's a kind of a personal story. I was 11 years old. It was my 11th birthday when Bobby Kennedy was shot, assassinated, at the end of the California primary on the 4th of June, 1968. And he never became the president that he might have become. But at the very beginning of his campaign, as Julien was saying, he gave a speech to the University of Kansas. And in that speech, he had a very specific critique, a critique of the way that we measure progress through economic growth, through growth in the GDP, the PIB, the measure of the size of the economy. And basically what Kennedy said was, this is not really what counts. It's missing all the damage that we're doing to the planet. It's missing the fact that we have poor children walking around the streets without enough to eat. I visited these children on my campaign, and I can tell you that this is not prosperity. We may be growing our economy, and at that point in time, the US was growing the economy at 5% every year, and yet it wasn't delivering prosperity. And it's a personal story for another reason, because it was about 2 decades probably into my own research, maybe a decade into my own research on the economy, that the tape of this talk that Kennedy gave at Kansas was discovered in a basement. And for the first time, researchers like myself could actually hear the voice of a candidate for the presidency of the most powerful country in the world questioning growth, putting that right under the spotlight at a point in time where we could really have done things very differently. C'est une histoire aussi tout à fait personnelle. Pourquoi ? Parce que j'avais 11 ans c'était le jour de mon anniversaire, de mes 11 ans, quand Bobby Kennedy s'est fait assassiner à la fin des primaires de la campagne, le 4 juin de 1968 pour être exact. Et il n'est donc pas devenu le président qu'il était supposé devenir. Et au début de cette campagne, il avait fait un discours à l'université du Kansas et il s'est montré très critique concernant les mesures que nous avions de la prospérité via la croissance du PIB et de la taille de l'économie. Bobby Kennedy a dit, mais ce n'est pas simplement tout cela qui compte. On ne mesure pas avec la croissance du PIB le dommage que l'on cause à la planète. On ne mesure pas le mal que l'on cause aux enfants pauvres. Je les ai vus durant ma campagne, ces enfants pauvres, et certes l'économie croît, à l'époque l'économie américaine croissait à raison de 5% par an, mais ce n'est pas cela qu'il appelait la prospérité. Et en fait, ça m'a vraiment touchée personnellement parce que ça faisait à peu près une bonne décennie en tant que chercheur que je me posais cette question. Et quand on a découvert une cassette au fin fond des archives de l'université du Kansas où on a pu entendre Bobby Kennedy dire cela. On entendait sa voix, la voix de quelqu'un du pays le plus puissant du monde qui remettait en question cette croissance. It was, to me, a kind of, a fascinating question. I'd been working on these things from the margin. I was not in the mainstream of economic thinking, and I was viewed, if anything, as a radical critic, someone to be ignored, probably. And yet here was a presidential candidate asking these questions 50 years, 60 years ago, almost. And so when I started writing the book, and what I wanted to do with Post-Growth was to write, as I said, a book that was really based in narrative, based in story, based in philosophy, based in the ideas of some of my intellectual heroes, amongst them Bobby Kennedy. But I was still fascinated. Why did this man at this time say this? Why did he give this speech at the beginning of a campaign speech, a presidential campaign speech? And so I tracked down his speechwriter, a man called Adam Valinsky. And it turned out that he was still alive when I was writing the book, and I wrote to him a few times. We had a correspondence, and I said to him, why did this critique of the GDP come from? Why was the presidential candidate
questioning the idea of economic growth when economic growth is the foundation for the power of the most powerful nation in the world, at least in the conventional view. And I said, did you write these ideas? Did they come from you? And he said, no, these ideas came from Bobby Kennedy. He had a firm belief that we had to protect the environment. He had a firm belief in social justice. He brought these things together as a critique of the economic model. And the words, the ideas basically in that speech were Bobby Kennedy's ideas. And it was one of those moments where you realize that you have surprising and potentially very powerful allies, even if the presidential campaign, as you probably know, didn't turn out well for Bobby Kennedy in the end. C'est une question tout à fait fascinante. Moi, je travaillais sur ce dossier, enfin sur ce type de sujet, mais j'étais en marge du courant de pensée conventionnel. J'étais considérée comme un radical, comme peut-être un critique, quelqu'un à ignorer. Et lui, tout d'un coup, j'entendais un candidat à la présidence des États-Unis qui qui exprimait une idée que je partageais 50 ans ou 60 ans en arrière. Et je me suis demandé, j'ai voulu écrire Post-Croissance sous forme de récit, sous forme de philosophie. Je voulais reprendre les idées de mes héros intellectuels dont faisait partie Bobby Kennedy. Et je me suis demandé, mais pourquoi a-t-il dit ça au début de sa campagne présidentielle? Donc, j'ai essayé de contacter celui qui écrivait ces discours, Adam Walensky. À l'époque, il vivait encore quand j'ai commencé à rédiger mon livre. Et je lui ai écrit plusieurs fois et je lui ai demandé, mais pourquoi, d'où vient cette idée de critique de la mesure du PIB? Pourquoi un candidat à la présidence des États-Unis, le pays le plus puissant au monde, veut-il exprimer cette idée? Est-ce que c'est vous qui lui avez soufflé? Et Walensky a dit, mais non, pas du tout. C'est bien une idée de Bobby Kennedy lui-même. Il est un fervent défenseur de l'environnement, de la justice sociale. Il critique le mode économique et, à ma grande surprise, je me retrouvais donc à avoir un allié très puissant. C'est pour ça mon intérêt. Et vous écrivez également, Tim Jackson, dans votre ouvrage, chaque culture, chaque société s'accroche à un mythe qui façonne son existence. Le nôtre est celui de la croissance. Tant que l'économie continue à se développer, nous sommes certains que la vie devient meilleure. Or, l'économie ne continue plus vraiment de fonctionner, de se développer, hormis peut-être pour certains pays qui, notamment, l'adoptent avec la guerre. Comment inverser ce récit qui nous conduit dans le mur, Tim Jackson? Oui, c'est ça la question. Oui. So there is when I was writing the care economy, towards the end of the care economy, when you're writing a book, particularly if you're writing about something which is political or social or economic, people will always say to you, what shall we do about it? You need to tell us, what shall we do about it? Now, when I was writing the care economy, I discovered a wonderful quote from a man called Alan Watts, who's become another of my intellectual heroes, who was a philosopher writing in the United Kingdom, and he died quite early, but he was writing in the 1950s. And he said in the end of this of his book, what shall we do about it? And he said, the question, what shall we do about it, is only ever asked when we don't understand the problem. If a problem can be solved at all, then to understand it and to know what to do about it are the same thing. Now, I thought this was a wonderful quotation, and I would have loved to have had it when I was a government advisor and the ministers were coming to me saying, what shall we do about it? And I should say, well, if you don't know what to do about it, that means you don't understand it. And I think it's a little bit trite. We obviously have to know what to do about things. We have to know what to do on Monday. We have to have recommendations for politicians. But there is a truth to it, that in order to know what to do about it, we have first to understand it. And in some sense, that's what post-growth is. It's an attempt to understand the depth of the problem that we're facing. Quand j'ai commencé à écrire le livre The Care Economy, le dernier ouvrage, donc c'est un ouvrage de philosophie, sur la société, sur l'économie, et donc tout au cours de la rédaction de cet ouvrage, les gens me disaient, mais qu'est-ce
qu'on peut faire. Comment faire justement pour avoir cette économie du soin, the care economy. Et là, il y a un autre de mes héros intellectuels qui s'appelle Alan Watts, qui est un philosophe britannique qui est mort dans les années 50, il est décédé maintenant, et il y avait une citation magnifique à la fin d'un de ses ouvrages où il disait « Quand on se demande ce qu'il faut faire, c'est qu'on n'a pas compris le problème. » Et parce qu'en fait, quand on sait comment résoudre un problème, on le comprend, c'est la même chose, et on sait ce qu'il faut faire. Et j'aurais aimé, en tant que conseiller au gouvernement, pouvoir dire, eh bien, au gouvernement, si vous me demandez ce qu'il faut faire, c'est que vous n'avez pas compris le problème. On a toujours besoin de savoir ce que l'on doit faire le lundi, suivant le week-end, etc., les recommandations que l'on doit formuler aux politiciens. Mais en fait, il y a un élément de vérité ici. Quand on ne comprend pas quelque chose, on se demande quoi faire. Et donc, je me suis dit, en rédigeant le livre Post-Croissance, il faut d'abord comprendre le problème dans sa profondeur avant de savoir quoi faire. And so to begin that question, it's really to ask, what is prosperity? What does prosperity mean? Where does it come from? We have a very simple idea in modern society that we have cashed out, we have monetized the idea of prosperity as income and as wealth. And yet that's a very modern and it's a very narrow interpretation of what prosperity is. Prosperity in the Latin origins of the word prospere is in accordance with our hopes and our expectations. What are our aspirations for the good life? These are the questions that we should be asking when we talk about prosperity, not how big is the GDP, the PIB. We should be asking, for example, about health, the health of our kids, the health of our families, the health of our communities, the health of our planet. And as soon as we begin to ask such questions, what we find is that the dynamic of prosperity as wealth is very, very different from the dynamic of prosperity as health. If prosperity is wealth, then yes, accumulate, 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 as Marx once said. Grow, grow, grow your economies. Growth is everything. But what if prosperity is about health? Health is not ever about things growing and growing and growing. Actually, it's about finding balance. It's about not too much, not too little. It's about a process continually of bringing things into balance. And it gives us immediately a very, very different metaphor, a lens through which to look at this question, what is prosperity? Je me suis demandé ce qu'est la prospérité, quelle est la définition que l'on pouvait apporter. Nous, dans les temps modernes, nous avons une définition bien précise de la prospérité. Nous pensons la prospérité en termes de revenus, en termes de richesse, mais il s'agit là d'une conception moderne et très étroite. Si on reprend les racines latines du mot prospérer, selon les espoirs, selon les attentes. La prospérité, c'est ce qu'il faut pouvoir avoir pour satisfaire nos attentes et nos espoirs, pour atteindre la belle vie. Et je me suis demandé, et ce n'est pas comment, en fait, on peut faire croître le PIB. La prospérité, c'est la santé de nos enfants, de la communauté, de notre famille, de la planète. Et donc, dès qu'on commence à se poser cette question sous cet angle-là, on a une dynamique complètement différente. Si on mesure la prospérité sous forme de richesse, à ce moment-là, il faut accumuler, accumuler et accumuler, comme disait Marx. Mais si on se pose la question de la prospérité sous forme de santé, ce n'est plus une question d'accumulation, mais au contraire d'équilibre, mais maintenir cet équilibre en continu. Et la métaphore est complètement différente. Et vous écrivez toujours, Tim Jackson, dans ce même ouvrage, forgé dans le creuset du capitalisme, ce mythe de la croissance fondateur est dangereusement compromis. La poursuite effrénée d'une croissance éternelle a conduit à la destruction écologique, la fragilité financière et l'instabilité sociale. Pourtant, nous continuons dans ce chemin tragique. Et donc, comment prospérer sans croissance, Tim Jackson? C'est la question que vous posez. Et moi, j'ai envie de vous la poser. Mais comment, dans les entreprises, on peut imaginer de prospérer sans croissance? Il y a des chefs d'entreprise aussi dans cette salle ce soir. Voilà, prospérer sans croissance dans une entreprise, c'est quoi? Let me try with an example here. So, if we take the lens prosperity is wealth, then it seems okay that we encourage big business, big food industry, for example.
Big food industry can deliver lots of GDP growth. But if you look at what big food industry is doing, actually, ultimately, it is selling us engineered calories, which have dubious nutritional content. It's making those calories irresistible by manipulating our own psychology to make sure that those products that we are being sold on the market, the fast food, the saturated fats, the heavily sugared food, that this is irresistible to us. And this is undermining public health. In fact, it's creating an epidemic of chronic disease. All of this is legitimated through the idea that prosperity is about wealth. So this is one vision for what a company is. It's an accumulation machine. It's a machine for accumulating profit for the shareholders of the company, irrespective of the damage it causes to society or the purpose that it creates within the world. Je vais essayer de répondre à cette question en donnant un exemple. Si on regarde la prospérité sous l'angle de la richesse, prenons l'exemple de l'industrie alimentaire, enfin les grandes industries alimentaires qui, elles, peuvent faire croître le PIB. Eh bien, ces industries alimentaires, ce qu'elles font, c'est qu'elles nous vendent des calories trafiquées, une teneur nutritive douteuse, et elles manipulent notre psychisme en nous envoyant des acides gras saturés, en mettant ces nourritures, ou en faisant que ces nourritures deviennent irrésistibles avec le sucre et compagnie. Mais finalement, ça sape la santé publique et ça crée une épidémie de maladies chroniques. Mais il légitime ça par la croissance du PIB. Et les sociétés, les entreprises, dans ce cas-là précis, ce sont des machines à accumuler pour le bénéfice des actionnaires. And just to take the example a little bit further, because it does unfortunately get worse, it doesn't matter so much that we have an epidemic of chronic disease, because we also have a very, very powerful pharmaceutical industry. And the pharmaceutical industry is also creating a whole bunch of profit, and that profit corresponds with an increase in the GDP. And the pharmaceutical industry, which can never cure chronic disease, it can only at best treat some of the symptoms of them, is another legitimization of an industry on the back of the fact that it is contributing to growth. And so government turns a blind eye. They don't regulate the pharmaceutical industry. They don't regulate the food industry. It's all in the name of profit. And the concept of health is simply thrown out of the window. Je vais prolonger cet exemple parce que malheureusement les choses empirent avec l'épidémie de maladies chroniques. Eh bien, ça intéresse effectivement le secteur pharmaceutique parce qu'il réalise des profits importants qui font croître aussi le PIB. Ils ne vont pas traiter les maladies chroniques, tout au plus vont-ils traiter des symptômes, et c'est une autre légitimation de cette industrie. Et le gouvernement va fermer les yeux parce que il ne va pas réguler ces industries-là, ces secteur-là, parce qu'ils contribuent au PIB, mais au grand détriment de la santé publique. So I want to turn the question around and I want to say, can we not think of a better way of delivering nutrition than that? Can we not think of companies that produce healthy food? Can we not think of companies that produce food that doesn't destroy the soil in which it's grown? Can we think of are there any examples at all? Does anyone know of any examples at all of companies that actually produce organic, sustainable food that is cultivated in healthy soils? Yes, I see somebody nodding. Of course, those companies exist. Can we think of a different way of treating public health than dosing everybody with pharmaceutical toxins? Yes, we can think of different ways. I'm not saying I don't want to throw out the entirety of modern medicine. I don't want to throw out the advantages of modern agriculture, but actually we have to recognize that there is a balance to be struck. And the question of how enterprises work in that environment is actually relatively simple when you come at it from this new perspective. When you look at the lens of prosperity as health, you begin to see that companies must put purpose above profit. They must put the well-being of people above the returns to shareholders. And they must adopt forms of organization which allow them to achieve these goals, because at the moment it is largely a financial system that drives companies into a growth-based mentality that is being legitimized by government and undermining public health.
Et en fait, on peut se demander s'il existe des entreprises qui produisent des aliments sains, qui ne détruisent pas le sol quand on les cultive. Est-ce qu'il y a-t-il des exemples de telles entreprises? Et je vois dans la salle des personnes qui opinent du chef. Oui, il y a des entreprises qui font des aliments bio, qui cultivent le sol de manière saine. Donc, il faut penser autrement en termes de santé publique. Je ne veux pas jeter complètement la médecine moderne ou l'agriculture moderne. Non, je ne demande pas cela. Je demande simplement que l'on reconnaisse la nécessité d'atteindre un équilibre pour pouvoir avoir les bienfaits, mais dans notre environnement tout en le protégeant. Et donc, quand on voit la prospérité sous l'angle de la santé, à ce moment-là, les choses sont complètement différentes en tant qu'entreprise ou société. Il faut avant tout viser le bien-être et non le retour des actionnaires, la rentabilité pour les actionnaires. Et pour cela, il faut trouver des formes d'organisation d'entreprise qui puissent atteindre ce but. Parce que jusqu'ici, c'est le système financier qui légitime ces grandes industries et qui se concentre sur le profit aux actionnaires. C'est un défi pour l'entreprise. Merci Tim pour cette petite conclusion en français. Vous dites aussi le fait que les troubles mentaux, et ça on revient à la question de la santé, notamment dans les entreprises, sont le type de maladie le plus répandu et à la plus forte croissance à travers le monde. C'est une calamité à mettre à l'actif du capitalisme moderne. La dépression coûte plus d'1 trillion de dollars à l'économie mondiale chaque année. Le coût humain est encore plus élevé. La dégradation de la santé mentale est particulièrement préoccupante chez les jeunes, notamment la question du suicide, qui est la deuxième cause de mortalité chez les 15-29 ans. Ça nous renvoie à une vérité essentielle, dites-vous. Bien vivre ne peut se réduire à avoir plus. Mais qu'est-ce que bien vivre, Tim Jackson? Vous avez évoqué la question du bien-être. Vous parlez de belle vie dans votre livre, mais dans une entreprise, voilà, le bien-être, c'est très bien. Mais concrètement, comment on met ça en place comme dans une stratégie d'entreprise? Comment on peut créer ce bien-vivre en entreprise? Oui. La question quelle est la belle vie, c'est une question très ancienne. It's an age-old question of what the good life is. And as soon as we ask it, it's very clear that the good life is not just about material things. So I talked about food, I talked about the food industry, I talked about profiting from food, but actually that's a relatively small proportion of the GDP, of the PIB. And actually in the consumer society, a lot of the product of the economy is dedicated towards material things that are supposed to deliver immaterial needs. So we, as human beings, we don't just have material needs. We have needs that are related to our relationship to other people, our sense of affiliation, our identity, our sense of meaning and purpose, our love for others, our love for our country, our passion for the things that we enjoy doing. These are, to some extent, immaterial needs. They don't demand material satisfactions, but what we've done in the consumer society, in fact, the consumer society we could define as a society that attempts to meet all of our needs, material and immaterial needs, through selling us material products. La belle vie, ça c'est un concept qui est en fait très ancien. On n'a pas seulement des besoins matériels. Je vous ai parlé de l'industrie agroalimentaire, mais finalement elle contribue qu'à un petit pourcentage du PIB. La société de consommation, elle, offre beaucoup de produits matériels et aussi, elle nous vend des produits matériels pour satisfaire nos besoins immatériels. Par exemple, en tant qu'être humain, nous avons des besoins immatériels du genre des besoins en termes d'affiliation, d'identification, d'amour pour les autres, pour son pays, des passions. Et la société de consommation tend à nous vendre des produits pour satisfaire ces besoins immatériels, mais par des produits matériels. And enterprise in this configuration is really a kind of a tool, a systematic organization to extract profit from that process. That's how, if you behave as an enterprise like that way, in that way, then you are rewarded in society. You're encouraged to do that. The regulations help you to do that. And actually, it's a travesty because this way of thinking about the satisfaction of immaterial needs is never going to satisfy us.
In fact, it's designed not to satisfy us, so that we continue to be unsatisfied and then continue to go out and buy something else that we hope will satisfy us. And of course, it never will, because the underlying needs are actually relational. They're not material in substance. And so the question, what does this mean for an enterprise, is really, really very, very interesting. It means that an enterprise has to reconfigure the product. It has to reconfigure what its output is, and that output has to be designed with a purpose to provide the services that will allow us to relate to each other, for example, in positive ways, that will allow us to look after our health, that will allow us to care for those that we love, that will allow us to develop our potential, that will allow us to be creative. It gives a whole new portfolio of activity for the modern enterprise. And of course, you started earlier a little bit, Julien, with the question of the horrible epidemic of mental illness that assaults particularly young people. And part of the reason for that assault on the mental well-being of young people is that enterprise, in the form of big technology, has done exactly the opposite of that, by paying no attention to relationship, by taking us away from social relations, by isolating us, by making processes which are, again, just like the food industry, addictive, to draw us in to activities from which they can profit. It's a shift in a way from saying enterprise as accumulation or enterprise as service, enterprise as purpose. And in some sense, it's as basic as that. Une entreprise conventionnelle va être récompensée par les régulateurs, parce qu'elle fera du profit. Mais en fait, c'est un concept qui est complètement dévoyé. Ce n'est pas possible d'être satisfait par les produits qu'on nous vend pour satisfaire nos besoins immatériels. Ces produits ont été conçus justement pour jamais nous satisfaire véritablement, parce qu'on achète un bien et finalement on n'est pas si satisfait que cela, et donc on va racheter autre chose. C'est conçu à la base en tant que tel, parce qu'ils ont en tête quelque chose de matériel, alors que nos besoins immatériels sont d'ordre relationnel. Et donc, une entreprise qui aurait un autre logiciel dans sa tête pour cette prospérité et cette belle vie, ça serait une entreprise qui reconfigurerait les produits, qui concevrait ces produits en tant que service pour servir le relationnel, la santé, le développement personnel, le développement de la créativité. Donc, si on regarde cela sous cet angle, on a tout un nouveau portefeuille d'activités qui s'ouvre à nous. Et Julien, vous avez parlé de l'épidémie, des maladies mentales dont souffrent essentiellement les jeunes maintenant. Eh bien, les entreprises, la big tech surtout, font exactement l'opposé de ce que devraient faire les entreprises qui visent cette belle vie, parce que les entreprises de la tech isolent les jeunes, les mettent ne tiennent pas compte de l'aspect véritablement relationnel. Ils sont addictifs, certes, aux écrans et tout, mais ils sont seuls. Et donc, je pense qu'une entreprise conventionnelle vise l'accumulation, alors qu'une entreprise qui tend vers la belle vie vise le service. Dernière question, Tim Jackson, avant d'ouvrir les questions à la salle. Vous dites également: la fin de la croissance n'est pas la fin du progrès social. Dans ce dernier ouvrage, détrôner l'expansion matérielle ne revient pas à renoncer à la prospérité humaine. Un autre meilleur monde est possible. Et justement, cet éventail de possibilités, vous le précisez en disant qu'il est masqué par l'idée fausse, voulant que davantage soit toujours équivalent à mieux. Une fois ce voile levé, de nouveaux chemins vers la prospérité s'offrent à nous. Pouvez-vous nous aider à mieux entrevoir cette prospérité sans croissance? Vous avez fait le lien avec la santé, mais dans votre ouvrage, vous parlez aussi d'un modèle adaptatif qui fait une place certes à la compétition, mais sans pour autant nier la coopération. En introduction, Timothée parlait de l'économie de Cendrillon et de l'économie sociale et solidaire. Voilà, là, coopération, le lien est clair. Un modèle aussi qui favorise les activités du flux, permettant de mieux vivre avec moins, loin de la logique d'accumulation. Et puis enfin, cette économie lente, cette économie du care que vous développez dans votre dernier ouvrage. Voilà, c'est tout ça finalement, prospérité sans croissance. Oui, thank you to Timothée for talking about the Cinderella economy. The Cinderella economy is a term that I used actually way back in Prosperity Without Growth to describe
a set of activities within the economy that capitalism tends to dislike. And it's activities around health, it's activities around social care, it's activities around education, it's activities that take time. And that's the very interesting aspect of these activities that are being selected out as the Cinderella economy, is that they take time. And time in capitalism is money. What capitalism likes, what it selects in, is all those activities where you can expunge time, expunge working time, get rid of workers. Workers are costly, annoying. If you can make product without workers, then please let's do it, because then we don't have any wage bill and we can get as much profit as possible. And yet it is these activities. There was an economist called William Baumol, writing in the 1960s, who kind of pointed out this systematic selecting in by capitalism of those activities that you could easily mechanize, the ones that you could easily produce very quickly, the ones that you can make more and more efficient each year, and selected out those activities where it's the time taken in the economy that matters. And this is a very useful lens for us to begin to think about how we make this change, and what the care economy might consist of, what the Cinderella economy might consist of. Oui, merci Timothée d'avoir parlé de l'économie de Cendrillon. En fait, dans le livre Prospérité sans croissance, je décris les activités qui ne sont pas aimées par l'économie traditionnelle, les activités qui prennent du temps, et c'est ça qu'on appelle l'économie de Cendrillon, c'est-à-dire les activités tournant autour de la santé, du soin social, de l'éducation. Tout ce qui prend du temps n'est pas aimé par l'économie moderne. Time is money, comme on dit. Et le capitalisme, lui, s'il pouvait se débarrasser du travail, des salaires à payer, s'il pouvait fabriquer des produits sans tout cela, ça serait d'autant mieux, parce que le profit en serait d'autant plus élevé. William Baumol, dans les années 60, a listé les activités qui étaient mécanisées, qui prenaient très peu de temps, qui était de plus en plus efficace chaque année, et a listé aussi, a mis de côté ou a listé une autre liste d'activités qui prenaient du temps. Et c'est un angle intéressant si on veut considérer l'économie du soin, the care economy. So this is a kind of a division in our economy between a set of industries that can do very well under capitalism and a set of industries that actually suffers under capitalism. And when you look at them, as William Baumol did 50-something years ago, you realize that actually it's the ones that suffer under capitalism that have the biggest benefits to humanity. Without them, we would not be here. Without them, we would not live. Without them, we would not be well nourished. Without them, our sick people would not be cured. Without them, we wouldn't be able to look after children or our elderly. Without them, we wouldn't be able to educate each other. Without them, we would have no durable products. Without them, we would have no creativity. And so we're living in a society in which the economy is inimical to the product of the good life, as we would, many of us, and for the wisdom of the ages, would have characterized the good life, a life in which we have health, in which we can flourish, in which our relations are strong. We have objectified that good life to such an extent that the economic structures within which we live are no longer able to deliver anything except that which is inimical to the good life. And that's the point, and this is really, I will let Corinne just get to that point before I finish, make my final Il y a point. donc une division entre l'industrie, enfin la liste des activités qui sont favorisées par le capitalisme, selon Baumol, et les industries qui souffrent de ce capitalisme, ou les secteurs plus exactement que industrie. Mais pourtant, quand on regarde ces secteurs qui souffrent du capitalisme, ce sont ces secteurs qui bénéficient le plus à l'humanité, à savoir le personnel soignant, ceux qui nourrissent la population, qui permettent de garder nos enfants, nos personnes âgées, l'éducation, d'avoir des produits durables, tous ceux qui sont à la source de la créativité. Tout ça, c'est important pour notre humanité. Et notre économie traditionnelle est devenue inamicable pour cette belle vie. La sagesse des anciens le dit bien. Et donc, nous, parce qu'ils ne mettent pas l'accent sur la santé, ils ne mettent pas l'accent sur le relationnel. Et nous avons objectivé cette belle vie de telle manière que maintenant, nous avons une structure économique qui est devenue tout à fait inamicable. So I just perhaps finish this part of the evening with a little story.
In some sense, the analysis is kind of blindingly obvious. The idea of a care economy, let's say an economy centered around prosperity as health, is not difficult to explain. What's difficult to explain is why it doesn't happen. And why it doesn't happen, it has many, many reasons. Some of them are institutional, the form of economy that we have, the structures of capitalism. Some of it is more sociological, our view of ourselves, the way that we divide society, the way that society is gendered, for example. And some of it is because it's difficult to create a moral high ground to persuade everyone to change. And I think this was a moment when I was writing The Care Economy where I realized that actually thinking of care as a moral force, as something which we can persuade people into, is actually not necessarily wrong, because it clearly has moral dimensions, but it doesn't take the case forward. Et je voudrais terminer par une petite histoire. Quand je rédigeais l'ouvrage The Care Economy, c'est-à-dire pour penser à la prospérité en tant que santé, ça, ce n'est pas difficile d'expliquer ce concept de prospérité sous forme de l'angle de la santé. Ce qui est difficile, c'est de comprendre pourquoi nous n'avons pas cette économie du soin. Et il y a plusieurs raisons à cela. Probablement la première raison, la structure du capitalisme. Ensuite, des raisons telles que notre société qui est par exemple genrée. Et la difficulté aussi de faire en sorte que tout le monde défende cette morale. Là, il faudrait qu'on change tous. Mais cette force morale, c'est un concept qui est juste. Mais il ne faudrait pas passer par là, par cet angle-là. So I'm thinking about these things as I'm writing The Care Economy. I'm thinking about concepts that I wrote way back in the Cinderella economy. I'm sitting on a beach. It's the middle of the night, in the middle of winter. And my colleagues know already that I like to take a cold shower every morning. We had cold showers in our hotel, and I was the only one who enjoyed it. And one of the things that you can do on a beach is swim, but the other you can do in the middle of the night is look out over the water. And I was looking out over the water, and I was watching the moon. And I'm in the middle of writing a book about the care economy, and a question pops into my head in the way that it does when you're immersed in writing. Does the moon care? And I invite you to think about that question. Does the moon care? It has kind of no moral force whatsoever. And it made no sense to me when I heard the question. But the more I thought about it, the more I realized that if the moon cared, there would be certain characteristics it would have. It would be constantly at attention. Is the moon constantly at attention? Yes, it is. Is attention to a point of balance, the balance of the tides coming in and out. It's the moon's attention to the tides coming in and out that allowed for a small portion of our world to sometimes be underwater and sometimes not underwater. And that's where our ancestors came from. They crawled out of the sea and onto the land. And not only that, but the moon actually holds the Earth at a particular angle in its orbit around the sun. And that angle in the orbit around the sun is the only thing that makes our climate even moderately temperate, a place where we could live. So does the moon care? It fulfills some functions that we might say are absolutely essential, not just to health, but to life. And this began, and I will just really finish on that idea, began to make me think in terms of the fact that if health is the balance that we can reach when we lift our eyes away from the endless pursuit of growth, then care is the restorative force that is constantly paying attention, constantly bringing us back into balance, constantly maintaining prosperity for us. And care then becomes the most essential investment that we can make in our economy, completely turning on its head that trap that capitalism has locked us into, where we neglect the most important sectors of our economy. Un jour, je me trouvais sur la plage en plein milieu de la nuit, en hiver. Mes collègues savent déjà que j'aime les douches froides, mais là, bon, il faisait vraiment très froid.
Et ce qui se passait, c'est que quand on est sur la plage, on peut nager dans la mer à côté, évidemment. Mais moi, non, j'étais sur la plage et je n'ai pas voulu nager. J'ai voulu regarder au-delà de l'eau et je voyais la lune. Et j'étais en train d'écrire mon livre de Care Economy et on est complètement immergé dans ces cas-là, dans notre écriture. Et je me suis dit tout d'un coup, mais qu'est-ce qui se passerait si la lune, elle, faisait attention à nous? Alors évidemment, il n'y a aucune force morale là-dedans, ça n'a pas de sens, je me suis dit au début. Et puis finalement, plus j'y pensais et plus je me suis dit, mais la Lune, elle fait attention à nous. C'est elle qui va réguler les marées montantes, descendantes. Un pourcentage de la population dépend de ces marées. Nos ancêtres pensaient venir de la mer et pas de la terre. Et puis, la Lune, c'est elle qui nous permet d'avoir un climat tempéré sur Terre par rapport à l'orbite solaire. Et donc, la Lune, finalement, a une fonction essentielle à la vie. Et alors, si on repense maintenant à la santé, eh bien la santé, elle, c'est l'équilibre par rapport à la croissance. Et ce soin, cette santé, c'est la force restauratrice qui permet justement de maintenir en continu cet équilibre pour le bénéfice de la population. Et donc, c'est absolument un investissement essentiel que d'investir dans la santé. Ça nous permet de renverser la vapeur et de sortir du piège du capitalisme qui néglige les besoins essentiels de l'humanité. Merci, Tim Jackson. Je crois qu'on peut l'applaudir. Merci. Alors, c'est le moment de vous donner la parole. Je vous invite à lever la main. Il y a un micro là-bas. Moi, je vais aller de l'autre côté pour faire la balance. On a beaucoup parlé d'équilibre dans cet entretien. Levez la main, s'il vous plaît. On va essayer de prendre les questions. Une femme, un homme, une femme. Voilà. Qui se lance? Derrière moi. Allez, un homme. J'ai une question. Ok, c'est ultra perturbant, je suis désolé. Bon, je sais que vous avez dit tout à l'heure que poser la question « qu'est-ce qu'il faudrait faire ?» c'est dire qu'on n'a pas compris. Donc, j'aurais un élément de solution à soumettre et à demander à ce que vous le critiquiez. Est-ce qu'on pourrait considérer que permettre à des entreprises en fait, d'accroître la part, par exemple, de délégués syndicaux ou de salariés dans leur conseil d'administration, des gens qui, par conséquent, seront beaucoup plus susceptibles de souffrir des enjeux climatiques ou des problèmes que ces entreprises pourraient causer. Donc, les insérer plus dans les prises de décision, ça pourrait permettre, du moins dans un premier temps ou comme une première vague de mesures, de contrecarrer les effets pervers de notre modèle économique. Merci beaucoup. La question de la participation dans les entreprises et de l'engagement notamment auprès des syndicaux, est-ce que ça peut contrebalancer? Est-ce que ça peut permettre de rééquilibrer ou de limiter les effets négatifs évoqués? Yeah, these are all very good ideas. The changing of the form of enterprise, the way in which enterprise is regulated, the way it's governed, and there are very good people. Isabel Ferreras, for example, who is working on precisely those ideas, a reconstitution of the form of the firm so that its governance is equally distributed between the owners of capital and the owners of labor. And there are many forms of enterprise, social enterprise in particular, which already have that kind of governance. But building that governance into what an enterprise is one of the many good ideas about how to change enterprise, how to allow them to become sustainable in some form. Oui, c'est une très bonne idée. En fait, Isabelle Ferreras travaille sur ce type de sujet, modifier la gouvernance des entreprises, changer la forme des sociétés pour avoir une bonne répartition entre les détenteurs du capital et les détenteurs du travail. Et c'est déjà une bonne façon d'entrer dans la matière, modifier la gouvernance des entreprises. On va prendre une autre question là-bas.
Merci pour votre présentation. Je posais la question en français. Ne pensez-vous pas aussi que le défi, ce serait de lutter contre la propagande style Edward Bernays, matérialiste, puisqu'en fait, il propose une fausse idée de ce qu'est la civilisation hédoniste via le capitalisme et nous éloigne en fait de notre nature ontologique qui fait qu'en chacun, on a une part, on va dire, de poésie et surtout de désir, de vrai désir, vers, comme vous avez dit, la Lune et des choses naturelles, de biotopes et d'écosystèmes. Yes, I totally agree. And it is a form of propaganda. It's a form of propaganda that has become essential to the form of capitalism within which we live, to persuade us that most of our desires or all of our desires can be material in form and can be satisfied with material things. In some senses, this is a conceit of our modern economy, that we have identified the core of the human spirit as being something which is novelty-seeking and acquisitive and broadly selfish. But actually, as a psychological model, it's completely flawed. Yes, we have some selfish dimensions. I'm not pretending that we're all angels. But actually, it's now well known within psychology, within anthropology, that we would not have evolved the way that human beings evolved if we didn't have a social brain. In fact, the size of the human brain is broadly attributed now to its social function, not its selfish function. And in the same way, actually, you're talking about our affinity with nature, our affinity with tradition, our affinity with the past. These are all balancing mechanisms within the human psyche against the continual addiction to novelty, the latest bling. And yet what capitalism has done is it basically said you are selfish, novelty-seeking, hedonistic beings, and therefore all of our activities should be organized around pandering to these desires, creating the desire that perpetuates capitalism. But it's undermining society, it's destroying the planet, and it is also undermining our own psychological satisfaction. So it is a form of propaganda and it has to be countered. Je suis d'accord avec vous, c'est une forme de propagande effectivement essentielle pour le capitalisme. Ils veulent nous persuader que nos besoins immatériels sont satisfaits par nos besoins matériels. En fait, notre économie moderne nous dit que nous sommes égoïstes. Je ne dis pas que nous sommes vraiment des anges, mais en fait, on voit bien dans la psychologie moderne et l'anthropologie que nous avons un cerveau social et que certes, il y a une part de notre cerveau qui est égoïste, mais vous avez parlé de l'affinité avec la nature, la tradition. C'est important d'avoir cet équilibre psychologique et d'être contre ces addictions qui viennent du capitalisme. Et en fait, le capitalisme, lui, se sert des caractéristiques d'égoïsme. Il dit qu'il faut toujours avoir des choses nouvelles. Il se sert de l'hédonisme pour créer des désirs. Mais en faisant cela, il sape la société, il détruise la planète et cela ne nous satisfait pas. Une autre question, ici. Monsieur ? Merci pour vos propos. Comme vous l'avez clairement décrit, il est difficile d'imaginer une transition dans des sociétés où la compétition prévaut sur la coopération, en imaginant qu'il est difficile de faire changer ces sociétés sur ce point de vue. Le mérite du capitalisme est qu'il est facilement quantifiable. Et donc, quel type d'indicateurs pouvez-vous imaginer pour avoir des ambitions un peu moins importantes que passer d'une société de la compétition à la société de la coopération, pour que justement ce qui relève du care soit comptabilisé d'une certaine manière et permette les compétiteurs de gagner en faisant du care. Yes, as I understand you, this is a question about the indicators and the fact that we have, nice, measurable, quantifiable indicators that capitalism can profit from and can show its direction from. And it goes back in some sense to the question that Bobby Kennedy was asking in 1968. The principal indicator for capitalism is that growth of the GDP, the PIB. It seems to me that, we have to broaden that indicator base. You can't drive your car just by looking at the rev counter.
on the dashboard. You have to look outside. You have to see where you are. You have to look at all kinds of different instruments, not least the speedometer. Are you going too fast for the area that you're in? You have always, when you're making complex decisions, to have a multiple of inputs, and that's the first point to make. GDP is not in itself a bad way of thinking about governing the economy, but it's a very bad way of measuring our progress towards social welfare. And so we need indicators that will lead us in that direction. And there are and have been many attempts to do this, and they include indicators around health, they include indicators around social cohesion, they include indicators around planetary health, around how close we are to our environmental limits. What's lacking at the moment really is both a sort of coherent framework and the political will to put that in place. And it turns out, it seems to me, that the question of indicators, which seems like a very technical thing at some level, becomes a question about political will when it comes to implementing what we know is already possible to measure a different kind of progress. Vous parlez effectivement de la nécessité des indicateurs, parce que nous avons dans le capitalisme des indicateurs quantifiables. Eh bien, ça me ramène à Bobby Kennedy qui a parlé de cet indicateur du PIB pour mesurer la croissance, mais qui n'était pas suffisant. Et je pense que nous devons élargir notre base d'indicateurs. Quand vous êtes dans votre voiture, vous ne regardez pas seulement le compte-tour, vous regardez par les fenêtres ce qui se passe, vous regardez d'autres instruments sur votre tableau de bord, la vitesse par exemple. Eh bien, quand nous prenons des décisions complexes, nous avons besoin d'une multitude d'entrées pour prendre notre décision. Et le PIB, je ne dis pas qu'il est mauvais comme indicateur, mais il est mauvais pour mesurer le progrès social, pour mesurer le bien-être social. Et nous avons des indicateurs sur la santé, nous avons déjà des indicateurs de cohésion sociale, sur la planète aussi, sur les limites de l'environnement. Mais ce qu'il nous manque, c'est un cadre cohérent et une volonté politique d'orchestrer tout cela. On peut considérer que les indicateurs, c'est un sujet technique, mais en fait, là, maintenant, c'est juste un manque de volonté politique. Allez, une autre question? En français, but I could say it in English. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur Tim Jackson, d'être avec nous aujourd'hui. Moi, je suis une ancienne étudiante de Timothée. Et ma question va sur votre introduction qui parlait du mythe de Cendrillon. Donc moi, ça m'a tout de suite très inspiré, le mythe de Cendrillon, parce que Cendrillon est une femme désespérée qui attend un prince charmant et qui a des sœurs méchantes et elle n'arrive pas à rentrer dans ses chaussures. Donc je me suis posé la question de la place de la femme, effectivement, du genre, dans cette économie transformative. Et si éventuellement on pouvait imaginer un renversement des dominations par l'intervention d'outils économiques tels que l'économie féministe, le budget genré, tous ces outils qu'on peut adapter finalement par l'économie sociale et solidaire dans un micro-territoire, mezzo même, sur la thèse fondée évidemment d'Hélène Périvier, par exemple à Sciences-Po Bordeaux, Paris. Est-ce que ces outils vous semblent une question fondamentale et centrale à l'économie transformative de la post-croissance? Merci. Yes, I think it is, and that is why actually the question of gender is it's implicit in Post-Croissance, in the book Post-Croissance. It's explicit in the care economy, and in the care economy I pay a great homage to the discipline of feminist economics. And much of what has been said over 30, 40 years in feminist economics is absolutely relevant to a post-growth economy and to the Cinderella economy. The metaphor tells you really that it is something to do with that, with gender certainly plays some role in that. And it's really important to note, I think, that we still live in a very gendered world, so gender inequality. I think the last measure of when we would achieve gender parity across the world is something like in 134 years' time at the current rate of progress. So this is clearly a very live question for me, sitting here as a man, or even writing a book as a man about the care economy. It's actually one of the things that made writing the book quite difficult, because I then had to confront myself in my own gendered form, as well as understand that there were many people who'd come before me, mostly women, who had said many of the things that I was trying to say. And so I think
if I can claim a virtue for doing that, for making that, it is that position has to be not just a feminist position. It has to be a position not just about women. It actually has to be about a human perspective on health and on care and on the economy, and that men, including myself, have to kind of pick that up somehow and run with it and make it palatable for each other, as well as break down those barriers that have been created by patriarchal society. Oui, vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, cette question du genre est venue de manière implicite dans l'ouvrage Post-Croissance et de manière explicite dans l'ouvrage The Care Economy. En fait, vous avez raison, il y a cette économie féministe qui est très importante, et ce qui s'est passé il y a 30 ans, 40 ans par cette économie féministe reste complètement pertinente de nos jours dans la société de post-croissance et dans l'économie de Cendrillon. La métaphore le dit bien. Et le genre a effectivement un rôle à jouer. On le voit dans toutes les inégalités. Et si on regarde la parité dans le monde, on atteindra la parité entre hommes et femmes que dans 134 années. Donc, en tant qu'homme, quand j'ai rédigé The Care Economy, je me suis trouvée confrontée à ce propre problème, puisque j'écrivais en tant qu'homme. Je pense qu'il faut aller au-delà de ce débat homme-femme. Il faut se placer sur le plan être humain, pour traiter de la santé et de cette économie du soin. Il faut rendre ce concept attrayant pour les hommes, pour les femmes. On va prendre une autre question ici. Peut-être devant. J'en ai une ici d'abord. Merci. Permettez-moi, avec ma question, de nous envoyer sur un autre continent, l'Afrique. Un philosophe africain proposait que si l'Afrique veut se développer, elle doit domestiquer la science et la technologie occidentale. Mais aujourd'hui, on voit que cette technoscience est écocide. Alors, je me demande comment est-ce que le Care Economy peut aujourd'hui aider un continent qui a urgemment besoin de croissance, qui a des problèmes de famine, et dans un monde qui plus est compétitif. Comment est-ce que l'économie de soins que vous proposez peut aider un continent qui est en état d'urgence, qui veut urgemment se développer et qui aussi qui subit beaucoup les dégâts de la crise écologique? Merci. Yeah, thank you. Very good question. Right at the beginning of my work on prosperity without growth, I looked at the statistics of the relationship between income and health. For example, life expectancy or infant mortality. And what is very clear is in the poorest countries in the world, an increase in income, growth, in other words, improves those statistics. You get better health outcomes for your prosperity. In fact, you double life expectancy when your income goes from next to nothing in sub-Saharan Africa to around about $10,000 per capita in Latin America, for example. Life expectancy doubles. So there is a place where growth makes sense, and income growth improves the quality of life. And I think that is very much true of the argument that you're making in relation to the continent of Africa. There are many places where you have to think about growing the economy, you have to think about building. Now, this is the interesting thing about the care economy, is that it does not say to us growth is bad systematically. It simply says growth is one half of the act of achieving balance. If you have too little, then you need growth. If you have too much, you need some form of degrowth, you need less. And so when we're talking about the development of poorer countries, there's no doubt in my mind that we have to allow for the prospect of growth. Now, here's the difficult thing, and it's difficult for two reasons. One is that it is, I certainly don't want to be in a position to be dictating, another white Anglo-Saxon face dictating to Africa how it should develop its economies. In fact,
it was very interesting when Prosperity Without Growth was published. I was approached by some communities in Africa who were interested in talking to me and interested in me going there. And I'm saying, no, hang on a minute. You know that I am not the person to come and tell you how to run your economy, because white Anglo-Saxon economists have been doing that for centuries, and it's probably the last thing you need. And the response to me was very, very interesting, because the response was that actually there are aspects of African philosophy, for example, which are very much in accordance with the things that I am trying to reach for as a postmodern white economist in a capitalist, the end of late capitalism, which are already embedded in an African philosophy. And so in a sense, my answer to your question is two things. Yes, there is a need for growth in places where there is abject poverty, where income makes a difference, but also there is a need to hang on to a philosophical tradition that had more wisdom in it than capitalism ever managed to accumulate over its 200 years. Très bonne question. Et en fait, dès le début de la rédaction de l'ouvrage Prospérité sans croissance, je me suis posé la question du rapport qu'il pouvait y avoir entre le revenu et la santé, la mortalité, la longévité. Et il s'avère qu'effectivement, quand on a un revenu très très faible, voire quasi pas de revenu, il y a des problèmes de pauvreté tels que la longévité est ce qu'elle est, la mortalité est ce qu'elle est. Et dès qu'on augmente un petit peu les ressources ou qu'il y a un peu de croissance dans des situations aussi lugubres, à ce moment-là, on peut même doubler la longévité. Ça s'est vu dans certains pays d'Afrique, en Amérique latine aussi. Donc, dans ce cas-là, évidemment, la croissance a du sens, c'est important. Maintenant, pour l'Afrique, effectivement, je ne suis pas contre la croissance. Il faut, là où on en a besoin, il faut un minimum de croissance. Et l'intérêt, c'est que la croissance en elle-même n'est pas mauvaise, mais dans l'économie du soin, la croissance, c'est simplement 50% de l'ensemble, si vous voulez. Les 50 autres %, c'est cet équilibre. Et il faut pouvoir, quand on a trop peu de choses, il faut pouvoir avoir plus de croissance. Et quand on a trop de croissance, il faut pouvoir en avoir moins. C'est une question vraiment d'équilibre. Et pour le développement des pays pauvres, ils ont besoin effectivement de plus de croissance. Mais c'est difficile pour deux raisons. On ne peut pas dicter, en tant que moi, un blanc anglo-saxon, de dicter comment un pays africain doit développer son économie. Ça fait je ne sais pas combien d'années que des personnes comme cela l'ont fait, et je serais bien, c'est la dernière chose dont vous avez besoin en fait. Quand j'ai écrit Prospérité sans croissance, des communautés africaines m'ont contacté pour que je puisse venir les aider. Mais je leur ai dit non, ça fait des siècles qu'on essaie de faire ça, mais ça ne marche pas. Et en fait, leur réponse a été, ils ont parlé de la philosophie africaine. Et quand je vois la philosophie africaine, eh bien, je retrouve certaines idées que j'ai. Par exemple, on retrouve aussi, on voit bien qu'il y a la fin du capitalisme qui est inclus dans cette philosophie africaine. Et donc, oui, vous avez besoin de croissance quand il y a la pauvreté, mais surtout, garder cette tradition, garder cette philosophie des sages, parce que vous avez besoin de cela également. Allez, on va prendre deux dernières questions, puisque le temps file, et on se rapproche de 19h. Alors, il y a une question ici, et une ici. Bonsoir. Moi, j'avais une question. J'ai récemment participé à une conférence. Je suis là. Pardon. Ah oui, voilà, merci. Avec une économiste française qui s'intéresse de plus en plus à l'économie du care et qui revenait sur la théorie de la main invisible d'Adam Smith, et qui expliquait qu'en fait, dans ses réflexions, elle se rendait compte qu'Adam Smith, c'était un vieux garçon qui habitait chez lui avec sa mère, et que la main invisible, finalement, il l'avait peut-être devant les yeux, et c'était peut-être sa mère qui s'occupait de tout le reste pour que lui puisse monter ses théories, et que cette main invisible, c'est pas simplement le marché qui se régule de lui-même, mais c'est toute cette économie du care qui est assez invisible et pas quantifiable, mais qui finalement fait que la société tient comme elle est, en tout cas. Je voulais savoir ce que vous pensiez de tout ça.
invisible hand, and in fact, he lived with his old. Oh yes, yeah. Who cooked Adam Smith's dinner is the book. Yeah, thank you. Yes, absolutely right. And in a sense, it's a part of that division of tasks that society has created along gendered lines, and it absolutely has to be recognized. There's a wonderful book also, which was very influential to me, called The Invisible Heart. So this is a book from Nancy Folber, and it argues, essentially things that we have talked about, that actually without that work that has been gendered, that has been subjugated, that is poorly paid, that is poorly regarded, that no one ever remembers, there would be nothing else. That is the heart of society. It's the heart of our survival. And so it's a nice metaphor, the invisible heart, and it's I think, one of the ways to have a very simple kind of message, that we move from this invisible hand metaphor, which was, wonderful to describe certain kinds of social relations in production at a particular point in time, to an invisible heart metaphor, which tells us that something has gone missing. Our attention to the essential nature of these tasks has gone missing. I'm not saying it isn't noticed by women. I'm not saying it isn't noticed by feminist economists, but I'm saying that it is not noticed within government, it's not noticed within policy, it's not noticed within our institutions, it's neglected across society, and that is a fundamental error. That's my view of that idea, and I think, the book is wonderful. That the Who Cooked Adam Smith's Dinner is definitely something every economist should read. Effectivement, l'ouvrage dont vous mentionnez de Adam Smith est vraiment super. On devrait tous pouvoir le lire en tant qu'économiste. En fait, il y a un autre livre aussi qui est tout aussi bien, qui m'a beaucoup influencé. C'est le Invisible Heart par Nancy Folber. Et c'est une très belle métaphore. On se rend compte que sans le travail genré, mal payé, dont personne ne tient compte, eh bien, on ne pourrait pas survivre, il n'y aurait pas de société. Et donc, c'est un message assez simple qu'on peut délivrer. On peut passer de la main invisible à ce cœur invisible. Et je crois qu'on a manqué quelque chose. Je ne parle pas de l'économie féministe qui, elle, s'est emparée de ce sujet, mais le gouvernement, les institutions, les politiciens n'ont pas tenu compte de cet aspect-là, et on devrait le faire. C'est une erreur fondamentale. Une dernière question ici. Merci. On entend aujourd'hui de plus en plus de critiques du capitalisme. On a de plus en plus de théories qui permettent d'établir des systèmes post-capitalisme. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a une idée, est-ce qu'on sait comment supprimer ce capitalisme, supprimer surtout des consciences? Parce que c'est pas juste une question politique. S'il y a un gouvernement qui veut plus du capitalisme, je pense pas que ça le fera disparaître pour autant. That's a very good question, and a really nice last question. So I, in some sense, what I was trying to do in Post-Growth with the subtitle is Life After Capitalism, is an invitation to think exactly about your question and to think about it at various levels of depth. So we think about it in terms of structure. What is the structure that will allow us to escape from the way that capitalism selects in all of those activities which are material intensive and damaging to our kids, and selects out all of those activities which are absolutely essential to our well-being? What is the mechanism that's doing that? And part of it is a model of progress that is basically around selfishness. Part of it is a model of progress that is around competition rather than cooperation. And we can reinterrogate. All of these things should be opened up. But there's a deeper level of questioning as well. I just want to intimate it here because to me it's very important. It's a journey. This is a journey that we have to go on, essentially, because we're already living at the end of capitalism, as Wolfgang Streeck has pointed out. He argues that essentially we're at the end of it. Yanis Varoufakis has also argued that we no longer live under capitalism, we're living under techno-feudalism. So we're definitely living at a kind of inflection point in our social structure, and a point at which everything should be up for grabs, including, and this is a tricky question to end on, but it's a very, very interesting one. What is capitalism's ultimate aim? It is
I would argue it is ultimately a theological aim. It's trying to provide us with a sense of meaning and purpose in an otherwise meaningless world. Capitalism evolved on the back of the failure of organized religion, the change in our understanding of organized religion. Organized religion's job was basically to try and do the same thing, to give us a framework of meaning and purpose in an apparently meaningless world. When it began to disintegrate in the middle of the 19th century and capitalism began to evolve, it took its place. Consumerism offers us a vision of heaven on earth, a bright, shiny place where things will go on getting bigger and better forever. And growth plays an almost religious function within capitalism, within that perspective. And so ultimately your question, which at the beginning sounds as though you should address it as a kind of technical thing. You know, what forms of governance can you put in place in enterprise so that they don't destroy labor relations, as the first question asked, but ends up, in fact, as a deeply philosophical and perhaps even spiritual question about how do we create for ourselves anew in the 21st century a framework of meaning and purpose, what Peter Berger, the sociologist of religion, called a sacred canopy. Because every society needs to have such a framework. Every society needs a foundational myth. And our foundational myth, to go back to Julian's very first question, is broken, it's falling apart. And so the prospect, and it's not for me to stand here and say this is how we should do it, but it is a part of what I'm doing is to argue that that is precisely the task that we should be undertaking, not simply a technical task, not an institutional task, ultimately a philosophical task about the frameworks that provide us with a sense of meaning and purpose in life. C'est une dernière bonne question. Quand j'ai écrit Post-Croissance, j'ai voulu vraiment explorer en profondeur la structure du capitalisme et voir comment on pouvait échapper à ce capitalisme, à ces activités néfastes pour l'être humain et comment on pouvait revenir à ces tâches essentielles qui pouvaient participer au bien-être de l'humanité. Je voulais voir quel mécanisme il fallait changer et modifier. Le modèle de notre économie, c'est un modèle qui est basé, comme on l'a dit, sur la concurrence, sur l'égoïsme, mais ce n'est pas bon. Et donc, nous devons nous embarquer dans un voyage que nous avons déjà d'ailleurs commencé. D'ailleurs, Wolfgang Streeck nous parle du fait que nous sommes déjà en train de vivre la fin du capitalisme, de même que Farkas qui nous parle de féodalisme technique. Nous sommes à un moment de point d'inflexion. Et quel est le but ultime du capitalisme? Le but ultime, c'est de nous donner un sens à notre vie, de remplacer quelque part la religion. Avant, nous avions la religion qui nous donnait un cadre, mais après, avec le 19e siècle et l'essor du capitalisme, le consumérisme est venu et nous promettait monts et merveilles, le ciel sur la terre, entre autres, contrairement avec l'effondrement plus ou moins de la religion. Et donc, la croissance avait une fonction religieuse. Maintenant, vous posez une question technique. Quel type de gouvernement on pourrait mettre en place pour avoir ce progrès social et tout? Mais je pense que c'est plus une question d'ordre philosophique, d'ordre spirituel. Pour nous, au XXIe siècle, nous devons poser un cadre qui nous donne un sens à notre vie. Et Peter Berger nous parle du sacred canopy, et c'est en fait, il nous faut un mythe fondateur, en d'autres termes. Notre croissance maintenant n'est plus là et nous avons besoin, notre tâche, c'est pas une tâche technique, pas une tâche institutionnelle, mais une tâche philosophique. Nous devons poser le cadre qui puisse donner un sens à notre vie. Donner un sens à notre vie, ce seront les mots de la fin. On peut les applaudir une dernière fois. Merci. Alors, juste une minute encore d'attention, s'il vous plaît. Voilà, je voudrais déjà vous remercier à toutes et tous d'être venus si nombreux ce soir pour cette nouvelle rencontre à Sciences-Po. Remercier nos partenaires, bien sûr la ville de Bordeaux, bien sûr Sciences-Po Bordeaux et sa chère TRESS, le média Place Éco. Merci Tim Jackson, merci Corinne Lalou. On peut l'applaudir pour l'interprétation, c'est pas facile.
Et je vais laisser la parole à Timothée Duverger pour un mot de la fin, avant de vous dire de vous inscrire aussi sur Sans Transition à notre newsletter pour continuer à nous suivre. Timothée, voilà, merci beaucoup pour cette conférence, pour l'ensemble de votre participation, vos questions. Vous avez à la sortie la librairie Géolibris avec qui on va travailler ce soir, qui peut vous vendre les livres par ailleurs, et vous pourrez les faire dédicacer puisque Tim va rester encore jusqu'à la fermeture. Et je signale pour les étudiants de Sciences Po qu'il est à la bibliothèque. On me l'a fait remarquer par ailleurs, comme beaucoup d'œuvres d'ailleurs, de Tim Jackson et autour de ces sujets de post-croissance. Voilà, je vous remercie beaucoup et vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Merci.